dès qu'on emploie finalement, dès qu'on vise la France, c'est qu'on est vraiment dans une situation d'affaiblissement du côté de Tchiani. En tout cas, il y a un sursaut, on est en train de voir, moi ce que je suis en train de percevoir, c'est qu'il y a un sursaut sur les questions économiques. Il vient quand même de partir à Alger, avec ce fameux gazoduc transsaharien. Donc il y a cette volonté-là. Là, il vient de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec ses vicissitudes, il dit finalement qu'il est prêt à traiter avec la France vis-à-vis de sa part avec les 60% qui déterminent par rapport aux parts de la société. Donc c'est totalement absurde. Ça montre le ridicule et j'espère que les gens ont conscience et de voir tout cet amateurisme qu'il y a avec cette fameuse interview de 5 heures qu'il a accordée à la télé nationale, où j'ai essayé d'écouter les 5 heures, c'était vraiment fastidieux. Il nous a fait un cours d'histoire. Il est peut-être meilleur historien que... Suite à cette déclaration, la France a réagi très discrètement. Bon, alors, on va passer au deuxième sujet de cette édition, le Niger. Le 11 février dernier, le général Amadou Ibro, chef d'état-major particulier du chef de la junte nigérienne, a déclaré ceci, je cite, « Sachez-le, on va entrer en guerre avec la France ». Déclaration faite lors d'un meeting à Niamey. Ces propos n'ont pas été repris par le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani, qui, de son côté, on le sait, à chaque prise de parole, accuse quotidiennement la France, le Bénin ou la Côte d'Ivoire de diverses agressions, sans évidemment jamais apporter la preuve. Alors, Ben, c'est une déclaration de guerre. La France, donc, aujourd'hui, on en est là. Est-ce que tout cela est bien sérieux ? Ça ne semble pas être très, très, très sérieux, cette déclaration de guerre, dans la mesure où, avec les événements survenus à l'aéroport de Niamey, là, au niveau de la base 101, donc ipso facto, c'est la France qui a été désignée comme le coupable. Et le Bénin, et la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire, donc voilà, toute... qualifiée de sponsor de djihadistes. Oui, et donc le problème, c'est que ce n'est pas un problème d'attaque ou de guerre. Donc il faut, depuis quelque temps, essayer de divertir la population nigérienne. Parce que le Niger fait face à des difficultés économiques énormes. Le Niger, c'est le pays le plus peuplé de l'AES avec le plus petit budget. 70% de la population a moins de 15 ans. Le PIB est de 707,50 $ par tête d'habitant. Et le pays est au 188e rang mondial sur 193 États au niveau de l'indice de développement humain. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais les choses se sont corsées, dégradées entre 2023, 2022, 2023 à maintenant. Parce que les chiffres que je donne, c'est les chiffres de 2025. Et donc voilà, c'est une façon de divertir la population parce qu'on sait qu'une guerre avec la France n'est pas possible. Vous voulez dire que c'est une déclaration qui est destinée aux réseaux sociaux, c'est ça? Non seulement c'est destiné aux réseaux sociaux, mais il y a également un problème de fond, c'est par rapport à l'uranium. Et cette cargaison appartenant théoriquement à Orano, qui est une filiale... Somaïr, qui est une filiale d'Orano, qui aurait été vendue aux Russes. Il est stocké pour l'instant, il y a 1000 tonnes stockées sur l'aéroport de Niamey. Oui, mais bon, il y a certaines informations qui disent que ça aurait été vendu. Oui. Donc il y a déjà Orano qui a enclenché une action de justice. C'est ça. Et donc on parle entre 160 millions et 300 millions d'euros. Et donc je pense que c'est... Dernière nouvelle, le général Tiani a quand même déclaré que le Niger allait céder une partie de cet uranium à la France, la part qui reviendra à la France selon lui. Donc voilà, donc tout ça... C'est pour dire, effectivement, ça conforme ce qu'on disait, ça veut dire c'est une façon de mieux négocier ou bien d'être en position pour pouvoir négocier, parce que le fond du problème, tout ça tourne autour de l'uranium. Alors, est-ce que tout ça, ce sont quand même des paroles qui viennent du plus haut niveau de l'État, quoi. Donc ma question était, voilà, c'est une question qui est au cœur du débat, est-ce bien sérieux qu'au plus haut niveau de l'État, on puisse se prononcer de phrases aussi lourdes, quoi, de déclaration de guerre à un autre pays? Alors,
on peut répondre de deux manières. La première, c'est de dire, c'est au fond de la distraction, parce que Tiani, Abdourahmane Tiani, le putschiste, est dans l'impasse politique, impasse sécuritaire, impasse économique, et il veut distraire son opinion en disant, ben voilà, nous sommes capables, si nous avons de problèmes aujourd'hui, c'est encore l'ancienne puissance coloniale. Donc, il faut nous soutenir. L'autre version, c'est de dire, il écoute un certain nombre d'officines qui l'incitent justement dans cette stratégie de la tension permanente pour ne pas mettre en avant l'échec justement de son putsch et donc faire déporter la responsabilité vers l'ancien colonisateur, c'est-à-dire la France. Mais dans tous les cas, chaque fois que Tiani l'ouvre, il pond une bêtise. Son chef d'état-major, c'est pareil. Mais enfin, quel est l'intérêt pour la France d'avoir une guerre avec le Niger? Si la France avait voulu bombarder, l'aurait fait. Donc tout ça, c'est c'est tous ces officines qui mangent derrière Tiani, qui veulent justement de cette stratégie de la tension. L'autre point, c'est effectivement cette question de l'uranium. Mais quand je dis chaque fois qu'il l'ouvre, il pond une bêtise, vous voyez, après avoir attaqué le Bénin en disant c'est le Bénin qui a soutenu la tentative, le lendemain, il dit il y a les armes nigériennes qui sont au Bénin, il faut que Talon escorte cette cargaison d'armes jusqu'à Niamey. Est-ce qu'un chef d'État sérieux peut sortir ces gendarmeries en l'espace de 24 heures? Non, il y a quelque chose qui ne va pas au Bénin, c'est-à-dire qu'on voit les limites au Niger, pardon, au Niger, on voit les limites justement d'un putschiste quand il a fait un putsch de convenance sans avoir derrière une équipe et puis des idées pour transformer cette action en autre chose. Mais il fabrique un narratif aussi. Absolument. Sa manière, maintenant, et donc, guerre d'information, justement, soutenue par les Russes. Mais on sait ce que c'est que ces genres de narratifs. Et les conseillers spéciaux qui ont été décorés. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, sauf que je déploierai pas, j'emploierai pas le terme distraction, je dirais plutôt diversion, tentative de diversion, parce que il est en très grande difficulté sur le terrain sécuritaire, comme tu l'as justement dit. On voit que c'est clairement un amateur. C'est clairement un amateur au pouvoir et on n'arrive pas à voir comment ils vont s'en sortir. Et puis, il faut arrêter avec toute cette rhétorique contre la France, parce que il y a ce mythe par rapport à l'uranium, alors que la France a voulu réduire sa dépendance vis-à-vis du Niger en diversifiant ses fournisseurs, ses approvisionnements par rapport à l'uranium. Aujourd'hui, c'est plutôt le Kazakhstan qui est vraiment un grand fournisseur pour la France. Et en fait, c'est un peu ça. Je pense que dès qu'on emploie finalement, dès qu'on vise la France, c'est qu'on est vraiment dans une situation d'affaiblissement du côté de Tiani. En tout cas, il y a un sursaut, on est en train de voir, moi ce que je suis en train de percevoir, c'est qu'il y a un sursaut sur les questions économiques. Il vient quand même de partir à Alger avec ce fameux gazoduc transsaharien, donc il y a cette volonté-là. Là, il vient de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec ses vicissitudes, il dit finalement qu'il est prêt à traiter avec la France vis-à-vis de sa part avec les 60% qui déterminent par rapport aux parts de la société. Donc c'est totalement absurde. Ça montre le ridicule et j'espère que les gens ont conscience et de voir tout cet amateurisme qu'il y a avec cette fameuse interview de 5 heures qu'il a accordée à la télé nationale, où j'ai essayé d'écouter les 5 heures, c'était vraiment fastidieux. Il nous a fait un cours d'histoire. Il est peut-être meilleur historien que... Suite à cette déclaration, la France a réagi très discrètement par son porte-parole, le porte-parole de l'état-major français, le colonel Guillaume Vernet, qui a répondu que les propos du général nigérien Amadou Ibro relèvent, selon lui, manifestement d'une guerre informationnelle de la part du Niger. Voilà, une réaction minimaliste. Oui, bon, c'est bien que ce soit un militaire qui répond.
Parce que N'est-ce pas? Oui, justement, c'est pas les affaires étrangères. Ça vous détend, ça. Bah oui, en même temps, je vais vous dire, je pense qu'il n'y a pas de déclaration de guerre. D'abord, ce sont des propos tenus par quelqu'un. Ce n'est pas le chef d'état-major de l'armée, c'est le chef d'état-major particulier du Oui, mais président. c'est le bras droit du C'est président. Non, c'est pas le bras droit. Ah, si. Ah si. Non, le titre, moi je ne sais pas en coulisses ce qui se passe, mais le Non, titre... mais ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il vous dit, Ben Yahya. Mais oui, c'est le... Mais le chef d'état-major particulier d'un président, en principe, il ne doit pas s'exprimer. C'est Exactement. comme un conseiller spécial. Manifestement, il tient un meeting. S'il tient un meeting, je ne sais pas si c'est dans le cadre de l'armée ou autre, mais en principe, il ne doit pas s'exprimer. C'est lui qui doit représenter le pays. Il y a le président au niveau de l'étranger, il y a le ministre des Affaires étrangères, ou éventuellement, s'il a un Premier ministre, quelqu'un d'autre peut. Mais en réalité, les propos, pour moi, ce sont des propos à la limite. Je me dis pourquoi le président ne l'a pas limogé ou n'a pas démenti. Mais moi, il le dirait en me disant que ce qu'il dit, c'est vrai, et je verrai les conséquences, je pourrais le limoger après, ne fût-ce que pour dire finalement ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce que je pense. Manifestement, mais les uns les autres, ce ne sont pas des propos qui dérangent le général Abdourahmane Tiani. Non. Ces propos se situent aussi dans le narratif quotidien du général Tiani. Oui, mais en même temps, il aurait dû faire passer le message par le ministre des Affaires étrangères ou quelqu'un d'autre. Ou le ministre de la Défense. Ou le ministre de la Défense, mais pas quelqu'un de genre conseiller spécial. Oui, mais on parle, la version que tu donnes, on parle d'un État normal. Oui. N'est-ce pas? C'est plus le cas. Et depuis quelque temps, ce qu'on constate, c'est une militarisation de la rhétorique au Niger. En fait, comme je le disais tantôt, c'est juste pour masquer les problèmes. Et il y a une grosse patate douce ou bien chaude qui est là entre les mains du pouvoir. Oui, parce que douce... Oui, une patate chaude plutôt, autant pour moi. Parce que c'est le cas du président Mohamed Bazoum. Exactement. Qui est toujours en otage. Oui. Tant que, moi je pense que pour qu'il y ait une décrispation, pour que le Niger sorte de cette voie sans issue, la première des choses, c'est de libérer le président Bazoum, de réactiver toutes les formations politiques et à la limite d'appeler à un dialogue national pour penser les blessures. Ce qu'il ne fera pas, surtout par rapport à Mohamed Bazoum, il ne va pas le libérer parce qu'il sait très bien que s'il libérait Mohamed Bazoum, ses jours à lui au pouvoir sont comptés. Ça, c'est une chose. Mais je pense conclusion. Oui, en conclusion, je crois que Grégory a dit une chose intéressante. C'est-à-dire que pour essayer de sortir de ce face-à-face avec la France, et ça, la manœuvre, elle est quand même assez habile de la part de l'Algérie, qui a rétabli les relations avec le Niger, puis avec le Burkina, et qui essaie, justement, au fond, dans cette rhétorique-là, pour tailler de croupière à la France, de ramener, justement, le Niger vers quand même un semblant, j'allais dire, de normalité, diplomatique. Diplomatique, voilà.